parti pour ce 3e épisode de cette série de podcasts qu'on fait avec Action Types. Donc là, on a parlé un peu de l'histoire sur l'épisode 1, on a parlé du monde du sport sur l'épisode 2 avec de superbes anecdotes de Bertrand et puis la présence d'un entraîneur de foot reconnu dans le milieu. Cette fois-ci, on va parler plutôt de l'entreprise. Comment est-ce qu'on utilise Action Type dans le monde de l'entreprise? On va peut-être commencer aussi par un parallèle entre le sport et l'entreprise. Et puis, on va essayer d'aller le plus loin possible pour que vous puissiez avoir simplement le plus d'informations possible. Avant qu'on démarre concrètement, n'oubliez pas de vous abonner. C'est notre récompense à nous. C'est gratuit, ça nous donne de la force. Et puis, en plus, ça nous permet de pouvoir continuer. Et bien évidemment, dites-nous dans les commentaires ce que vous voulez voir sur cette série de podcasts. Bref, c'est parti pour l'épisode numéro 3. Alors, sur l'épisode numéro 2, on a fini en parlant du parallèle entre le monde du sport professionnel, le management dans le sport professionnel et un petit peu le pont avec l'entreprise. Est-ce que, pour commencer, Bertrand, tu pourrais nous parler un petit peu des choses similaires qu'on peut retrouver dans les deux secteurs? Alors, nous, on parle d'individualisation, on parle de force en présence, on parle de ressources des êtres humains. Le dénominateur commun entre le sport et l'entreprise, c'est tout simplement l'humain. Le fait que quand il y a des humains, il y a à peu près toujours le même problème. Il y a à peu près toujours les mêmes situations et tensions qui se mettent en place. Et tout ce qui se retrouve dans le management du sport se retrouve dans le management de l'entreprise et vice-versa. On va dire que les contextes sont différents, on va dire que les enjeux sont différents aussi. Néanmoins, les rapports de force, les guerres de pouvoir, tous ces éléments qui vont avec le tissu humain, on ne peut pas y échapper, c'est toujours présent. Donc, effectivement, Action Type vient du monde du sport et du monde de la performance, on va dire. Et la recherche de la perf, elle n'est pas différente dans le monde de l'entreprise, même si elle est orientée plus sur, non pas gagner un match, un duel, etc., mais rendre une entreprise rentable, faire du chiffre. Ça peut être de remporter des contrats, à défaut de remporter des matchs. Contrats, à défaut de remporter des matchs, mais derrière, il y a quand même de l'argent, comme dans le sport aussi. Mais voilà, les rapports humains, ils sont toujours les mêmes, et donc les gens oublient souvent que voilà, dès qu'il y a des humains, c'est un peu la même chose. Quel que soit le contexte, on va retrouver les mêmes situations. Donc c'est clair que si on arrive en sport à créer des référentiels chez chaque athlète différent qui utilise les forces de chacun, qui montrent quelles sont les meilleures conditions pour créer l'expression individuelle, on va le faire dans le monde de l'entreprise de la même façon, en commençant si possible par la tête pensante ou la tête dirigeante, celui et celle qui va impulser les choses, diriger les choses, et qui a aussi des responsabilités, des grosses responsabilités pour que ça tourne, tout simplement. Donc l'idée, elle est là, c'est que la personne qui est à la tête, elle doit bien se connaître, 2, elle doit prendre le temps de connaître les autres, et comprendre quels sont les besoins de chaque individu dans son entreprise. Alors, ce n'est pas toujours possible. Bien sûr, la personne n'est pas seule. Elle va se faire entourer de personnes. Et les consultants comme toi, Sophie, vont permettre d'offrir à ces dirigeants les moyens de mieux comprendre les personnes qui bossent avec eux, afin de leur offrir ces conditions idéales d'expression pour que la rentabilité soit une conséquence. Mais il y a une chose qui est hyper importante autant dans le sport que dans l'entreprise, pour moi, c'est que tout individu qui est un acteur de ce milieu a le droit d'être reconnu pour qui il est. Avant, pour moi, d'être reconnu pour ce qu'il fait. Si vous l'engagez, il y a des risques en entreprise, c'est qu'on va engager quelqu'un par rapport à ce qu'il est capable de faire, en n'ayant peut-être pas vérifié qui est derrière. Il y a quand même aussi un problème déontologique, c'est qu'on n'est pas là pour détruire les autres, on n'est pas là pour créer des problèmes, on est là pour construire ensemble. Et je pense que si une entreprise veut fonctionner correctement, elle a le même souci de pérennité, de construction que dans une équipe sportive. Peut-être même plus, parce qu'il faut faire durer encore plus les choses. Donc peut-être que tu peux nous dire un petit peu ton expérience là-dedans, Sophie. Au niveau de... C'est vrai qu'au niveau de l'entreprise,
On a vraiment les mêmes paramètres de toute façon qu'on retrouve dans le monde du sport, comme tu l'as dit. Ensuite, effectivement, on n'est pas là pour imposer des choses, pour mettre dans des cases, surtout pas. Je dirais même que souvent, je n'emploie pas la connaissance de soi. J'emploie souvent, parce que la connaissance de soi, pour moi, ça amène énormément de choses. Mais je dis déjà, vous allez comprendre votre mode de fonctionnement, ce qui va vous permettre peut-être d'ouvrir une porte supplémentaire pour aller vers la connaissance de vous-même. Mais c'est un travail que vous allez faire vous-même. Mais déjà, la façon de fonctionner qui va permettre à chacun de trouver sa place et ensuite de travailler en collectif. Donc, on fait vraiment cette notion-là au niveau de l'entreprise. Et effectivement, on commence de toute façon par les têtes pensantes. Puisque c'est eux, effectivement, notamment, c'est le dirigeant. Quand le dirigeant est convaincu, il voit tout le potentiel, en fait, de ce que ça peut apporter dans l'entreprise. Surtout pour que, effectivement, qu'il y ait une notion de performance, mais surtout que chacun trouve sa place, en fait, dans l'entreprise, se sente bien, se sente mieux et puisse avancer. Mais enfin, une fois qu'on fait un profilage du dirigeant, en règle générale, on fait le profilage des managers et ensuite de l'équipe. En règle générale, ça va ensemble, ça se déroule. Je pense, Jean-Michel, c'est pareil. Dès qu'on a réussi à convaincre le dirigeant, il y a aucun problème pour. Il voit tout de suite ce que ça peut apporter à son entreprise. En termes de communication, en termes de cohésion, en termes de fluidité. Voilà. En termes, puisqu'on a affaire aux générations X, Y, Z, qui sont reconnues, identifiées comme étant plutôt volatiles, le fait de s'intéresser à ses collaborateurs, le fait de les reconnaître, comme tu disais Bertrand, pour qui ils sont, avant de ce qu'ils font, ça facilite grandement les choses et ça permet aux personnes effectivement de se sentir bien et finalement de ne pas aller vérifier si l'herbe est plus verte ailleurs, puisqu'elle est verte là, leur semble-t-il. Et ça change énormément de choses. Et surtout mettre les personnes à la bonne place. Et suivant différents projets, d'arriver à voir que parfois on peut tourner par rapport au projet, par rapport au contexte aussi. Parce que c'est ça qui est important en fait avec Action Type, c'est de dire par rapport à ce qu'on doit mettre en place. Donc d'un projet à l'autre, parfois c'est différent. Et on peut changer en fait les rôles au niveau des équipes. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Et faire découvrir aussi des choses, parce que à force, effectivement, comme tu dis Bertrand, de dire, de regarder ce qu'ils font, c'est presque une fiche de poste. Et c'est bien gentil la fiche de poste. Mais on oublie l'humain. Voilà, donc on a une fiche de poste, alors voilà tes tâches, tac, 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 tu fais ça, mais derrière, en fait, j'ai qui ? Et parfois, il y a des compétences extraordinaires, des talents même, mais qui sont complètement occultés par une fiche de poste et par des tâches qui doivent être faites. Et derrière... Ils sont occultés ou même étouffés. Étouffés, complètement. Et d'un coup, en fait, là, j'ai accompagné quelqu'un qui est dans une entreprise et d'un coup, on a révélé la créativité. Et évidemment, elle disait, ah bah oui, c'est vrai, quand il y a les plans et tout, j'aime bien, puis j'aime bien dessiner. Elle est quand même dans la promotion immobilière. Donc, je veux dire, elle assiste le dirigeant, mais en fait, elle adore la créativité, elle adore faire les plans, dessiner, etc. Donc, je lui ai dit, peut-être aller vers se former, par exemple, sur les logiciels 3D. Est-ce que tu n'aimerais pas faire ça ? Elle me dit, mais oui, j'adorerais ça. Mais je dis, ça va apporter un plus extraordinaire à l'entreprise. Mais ça s'est révélé, parce que limite... la créativité, alors déjà quand on parle de créativité, il y en a souvent qui disent mais je sais pas dessiner, je sais pas dessiner, je sais pas peindre. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est peut-être conceptualiser des choses, visualiser des choses, etc. Donc c'est faire émerger cela. Moi, je sais que c'est passionnant de voir à un moment donné les yeux qui pétillent
en fait, quand on révèle quelque chose. Et au final, l'entreprise y gagne. Parce qu'elle gagne des personnes qui sont motivées, où on les met dans quelque chose qu'elles aiment. Qui C'est s'éclatent. presque une Personne qui facilité s'éclate. à faire. C'est ça. Et du coup, tout le monde est gagnant. Enfin, pour moi, tout le monde est gagnant dans l'entreprise. La grande différence que je vois entre le sport et l'entreprise, par rapport à ce qu'on a dit, c'est que, ok, tu commences par la tête pensante. Dans le sport, c'est pas toujours possible. Oui. Parce qu'on a la tête pensante du côté sportif. C'est là, on essaie de démarrer avec l'entraîneur. C'est ce qu'on a fait avec l'équipe de Suisse, par exemple. C'est de démarrer avec l'entraîneur avant d'aller sur le staff, etc. Mais il y a l'administratif, il y a le président, il y a les fédérations, les associations, tout ça. Et il s'agirait de le faire. Alors, on a pu le faire avec l'association suisse de foot, parce que le président, les gens du comité, tout le monde a été profilé. On a travaillé sur l'ensemble. C'est venu un peu après, mais on a travaillé sur l'ensemble. Ça garantit rien, mais ça permet à ces gens de comprendre un petit peu ce qui se passe aussi derrière. Néanmoins, ce n'est pas toujours certain que les gens adhèrent. Parce qu'il y a ce côté administratif, ce côté sportif, et des fois la difficulté elle est justement dans la communication entre les deux. Et là, ça dans l'entreprise, on l'a un peu moins parce que si on démarre avec la tête, c'est la tête et on peut dérouler. Et on n'a pas ces deux versants. Peut-être là, on aura dans la production industrielle et puis peut-être l'administration, des choses comme ça. Mais on n'a pas les deux versants. Et c'est très compliqué des fois dans des clubs. Si le président, l'homme à tout faire, le pouvoir dans le club n'est pas convaincu et en même temps engagé et qui soutient le projet sportif, le projet, on a un problème. On peut le retrouver dans les grands groupes, je pense, alors, qui est moins mon domaine puisque dans les grands groupes, mais dans les grands groupes, je pense qu'il peut y avoir cette difficulté. Justement, souvent, c'est plutôt des équipes, des équipes managériales. Et effectivement, pour faire remonter que cette approche peut apporter quelque chose, parfois, il rame beaucoup. Parce que justement, il y a une déconnexion. Il y a tellement de niveaux qu'avant d'atteindre effectivement le plus haut niveau, c'est plus compliqué. Voilà. Des fois, c'est pas facile effectivement d'arriver à la bonne personne, autrement dit au commanditaire. Voilà, pour pouvoir déployer les choses. Voilà, c'est plus ça. Mais c'est vrai que TPE-PME, là, c'est le dirigeant, en fait, c'est beaucoup plus facile. Plus simple, Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, le monde commence à s'ouvrir dans le monde de l'entreprise. On était un petit peu dans cette notion, mais un peu comme le monde du sport, finalement. Qui s'ouvre petit à petit. Et oui, où il y avait, c'est comme ça, il y a un peu le côté pyramidal, il y a les techniques qu'on fait comme... c'est bien cadré. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de dirigeants, je trouve, qui se disent « Ah bah tiens, il y a d'autres choses, on peut explorer, peut-être pourquoi pas ». Et ça, c'est plutôt intéressant, cette ouverture qu'il y a. Peut-être aussi parce qu'il y a une nouvelle génération et qu'à un moment donné, souvent, ils disent oula, oula, la génération Y. Un lapsus très intéressant parce que tu as parlé de l'ouverture qu'il y a. Oui. Et justement, l'IA va créer pour nous des ouvertures. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on va déshumaniser un petit peu le travail en le confiant à des intelligences artificielles qui ne sont pas toujours si intelligentes que ça, mais néanmoins capables de faire des choses beaucoup plus rapidement, des tâches extrêmement rapides. Mais le fait que l'IA prenne de l'ampleur, pour nous, va nous renvoyer tôt ou tard la balle. Oui. Parce que comment faire une exagération dans le domaine de l'IA ? Il y aura un retour du bâton où l'être humain, grande place pour que l'être humain prenne sa place. Oui. Effectivement, les tâches, on peut les confier à des systèmes de ce type-là, mais néanmoins, la valeur de l'être humain, qui devra reprendre sa place, reprendre son importance et reprendre, on va dire, ses marques, il sera mis devant un choix de responsabilité encore plus marquant parce qu'il y a des choses qui font les choses mieux que lui. Et donc, il y a une prise de pouvoir sur lui-même qui va pour moi arriver. On va devoir reprendre plus d'influence sur nous-mêmes parce qu'on a plus de choses qui vont faire le boulot à notre place. Et donc, là, on peut parler déontologie là-dessus parce qu'il y a, dans l'entreprise, on a ce problème-là aussi, c'est que quand on arrive avec Action Types dans une entreprise, on va réveiller des peurs.
les peurs de la classification, les peurs d'être manipulé par la tête, voilà. Mais ça dépend de la culture d'entreprise. Si la culture d'entreprise elle est ouverte, elle est basée sur l'humain, eh bien il n'y aura pas trop ces peurs-là. Mais si c'est un milieu effectivement où il y a un peu de guéguerre, de choses comme ça entre les différentes strates, on va réveiller beaucoup plus de peur. Beaucoup de peur parce que ça fait perdre le fait de donner ou de laisser la place à certains, ça fait perdre du pouvoir à d'autres. Et ces autres-là sont souvent les freins, en fait, pour le déploiement d'Action Types en entreprise. Oui, il s'agit de les rassurer, en fait. Les rassurer, créer de la sécurité, c'est aussi ce qui est hyper important quand on profile. Créer de la sécurité, créer un environnement qui soit suffisamment sécure pour que les gens se sentent à l'aise et qu'ils comprennent que tout ce qui va ressortir du processus est déjà orienté vers eux, en priorité, et qui ne sont pas forcément obligés de tout communiquer en haut. Non. On peut définir des règles où on va décider qu'est-ce qui va être communiqué, qu'est-ce qui ne va pas être communiqué. Chaque entreprise peut définir ses règles par rapport à cette ouverture. Tôt ou tard, l'idée, c'est quand même d'avoir cette fluidité d'information qui fait qu'on ne voit pas le profil et la personne comme des problèmes, mais comme des solutions de fluidité. Et un formidable moyen de créer un langage commun, un vécu commun et de faire tomber beaucoup de barrières qu'il y a d'une ligne managériale à l'autre, d'un service à l'autre. Et ça met de l'huile dans les rouages à tous les niveaux en fait, dans l'entreprise. Après, effectivement, il y a vraiment un discours à avoir au départ, justement déontologique. Pour être clair, et notamment, c'est ce que je fais, et je pense que tu dois le faire aussi, c'est qu'en fait, c'est d'expliquer, parce que souvent, effectivement, il est dit, mais le risque de manipulation, ça revient tout le temps, tout le temps. Les peurs. Les peurs, ou même des personnes, quand je parle d'Action Types, ouh là là, alors je vois ils se mettent un peu en arrière. Ah, mais donc là, tu es en train de m'observer, tu connais, tu sais. Je dis non, mais je rassure, déjà, premièrement, je ne le fais pas. Et donc, ça, c'est quelque chose, je ne m'y risquerai pas. Ça demande un profilage, ça demande une validation qu'on va faire ensemble. Ce n'est pas moi qui mette dans une case. Donc, je ne le fais pas. Et également, au niveau de la manipulation, je dis toujours, de toute façon, là, c'est une approche, mais n'importe quel outil, puisque je fais aussi de la PNL, en fait, tout dépend de l'intention qu'on a au départ. C'est pas qu'il y a de la manipulation. Si mon intention, c'est de manipuler, de toute façon, peu importe l'approche, peu importe l'outil, ce sera dans le sens de la manipulation. Tu vas y arriver. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir l'intention de départ et de se dire, ça va me servir à quoi ? Pas à manipuler mon équipe si je suis manager. C'est d'avoir, je dis toujours, une cartographie. Non pas une grille de lecture, moi j'appelle ça la cartographie de mon équipe. Et du coup, ça va me permettre plutôt de les accompagner dans la performance. Et du coup, je deviens un manager qui accompagne et non pas un manager qui va... de toute façon, ça ne va pas aller loin, la manipulation. Ils vont se fermer et de toute façon, il y aura plus. Je suis d'accord que c'est limité dans le temps, la manipulation. Ah ben, ça va pas très loin. Mais ta métaphore est bonne parce que tu parles de cartographie, tu peux parler de, ok, j'ai une carte du territoire avec des reliefs différents, des contextes différents et tout ça, ben, c'est clair que si on peut s'orienter dans cette entreprise, grâce à cette carte, chacun va trouver sa place. Oui. Et le manager, il a une vraie vision globale. Et une responsabilité qui va avec. C'est ça. Donc, il arrive à avoir individualisé. C'est ça aussi quand il est en one-to-one avec son équipe et effectivement d'avoir la vision globale de son équipe. Donc ça, c'est là, pour moi, effectivement, on développe véritablement le leadership du manager. On le fait se révéler dans son bon... Dans l'expression de son management, dans son vrai management qui lui convient. Parce que c'est écologique à tous les niveaux. Il s'agit de permettre aux managers de s'aligner avec qui ils sont, de manière à pouvoir déployer, vivre leur leadership le plus naturellement possible. C'est ça. Et pour que ce soit le plus fluide possible avec leurs équipes, en fait. Moi, j'ai vraiment un élément qui ressort maintenant, après cette discussion, c'est aussi le fait que
Ok, on commence avec la tête, pas de souci. Mais en même temps, il y a un droit qui doit naître justement de l'application de l'approche, ou de l'utilisation de l'approche. J'aime pas trop le terme application. L'utilisation de l'approche dans un milieu comme ça, dans un milieu d'expression et de recherche de performance, c'est le droit justement à l'imperfection. Oui. Il faut déjà que les gens dessous comprennent que la tête n'est pas parfaite. Que le chef, même s'il a beau être chef et qu'il prend des responsabilités et des décisions voilà, qui ont des conséquences sur l'ensemble, il a le droit d'être imparfait, il a le droit d'avoir des vulnérabilités, il a le droit d'être humain. D'être humain, exactement. Et ces droits-là, copier-coller jusqu'en bas. Ça veut dire que tous les niveaux, tous les secteurs, tous les gens qui bossent ont les mêmes droits. Tout à fait. Et si on reconnaît, je pense, les droits à l'imperfection de chaque personne dans un organisme entrepreneurial, le fonctionnement sera de toute façon beaucoup plus fluide parce que les gens, plutôt que de passer du temps à se défendre sur ce qu'ils n'ont pas fait, qu'ils auraient pu faire, etc., ils vont aller vraiment faire des choses qui font la différence, qui osent faire la différence. Qui donne un épanouissement aussi à la personne concernée. Oui, en sachant qu'il ne va pas être jugé et considéré comme tu as fait quelque chose de mal, mais tu as fait au mieux de ce que tu pouvais faire. Ouais. Tu as le droit de te planter. Tu as le droit de te planter. Et tu vas faire de toute façon tout ton possible pour pas qu'il y ait des conséquences pour l'entreprise. Néanmoins, tu as un droit d'être humain. Et ce droit-là, il est souvent aliéné, souvent oublié, parce que justement, la performance cache, ou la recherche de performance cache un peu les éléments les plus importants. Donc, pour moi, quand on travaille sur les forces, l'individualisation avec ce qu'on a mis en place, on doit faire le même effort sur tout ce qui est vulnérabilité, tout ce qui est soi-disant faiblesse. C'est-à-dire comprendre qu'il n'y a pas d'être humain sans vulnérabilité. Il n'y a pas d'être humain sans force, il n'y a pas d'être humain sans vulnérabilité. Et la confiance, pour moi, dans une entreprise ou dans une équipe de sport, ça va être la même chose, c'est d'oser assumer ses vulnérabilités et les partager aussi, en partie en tout cas, les partager avec les différentes personnes avec qui je travaille. La confiance, pour moi, ne peut s'établir que dans ces conditions-là. C'est pas en donnant une image de quelqu'un qui est fort, invincible, voilà, je sais pas quoi. Enfin, le guerrier viking qui n'a encore jamais été vaincu au combat, non, ça marchera pas parce que personne ne va faire confiance à quelqu'un qui se croit immortel. Donc, ça marchera pas. Ça marchera pas. Ça dure pas. Non, ça dure pas. Mais peut-être que ce serait bien d'expliciter, que les patrons explicitent le fait que, ok, vous bossez pour moi, vous faites votre mieux, et en même temps, vous avez des droits en tant qu'être humain. Ok, l'intelligence artificielle va vous aider parce que vous pouvez faire plein de choses et peut-être mieux, mais néanmoins, vous avez des droits, des responsabilités, des devoirs, et cette imperfection, elle est obligatoire. Oui, elle en fait partie, en fait, c'est partie intégrante de l'être humain. Voilà, c'est comme celui qui loupe son penalty. Hein. On partait du point de vue qu'il n'a pas fait exprès de mettre la balle à côté ou sur le gardien. Et puis des fois, c'est pas lui qui loupe son penalty, c'est le gardien qui l'arrête. Hein, et des fois, c'est le gardien qui l'arrête. Il a aussi le droit au chapitre, le gardien de but. Il a droit au chapitre, effectivement. Et tu peux être un très bon commercial et pas remporter un contrat parce que l'entreprise en face a ou le contexte. déployé des arguments. Le contexte fait que... Voilà. Bien donc, sûr. On l'accepte et puis... Ouais, vous avez déjà tous les deux travaillé avec plusieurs groupes, plusieurs entreprises, peu importe. Est-ce que vous avez sans parler d'anecdotes, mais quelques bons souvenirs de, on a travaillé avec telle personne et en fait ça les a transformés pour aller dans, je sais pas, le fait de remettre une personne dans un contexte qui lui est plus favorable alors que c'était pas son poste de départ, ou est-ce que vous avez quelque chose qui, sans forcément donner les noms si vous pouvez pas, mais des petits témoignages de ça qui peuvent laisser comprendre que ça a apporté du bien dans un groupe et ça a apporté quelque chose de... Parce que j'en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé avec Sophie. En fait, quand tu vas faire une intervention dans une entreprise, il y a de la récurrence derrière parce qu'en fait, on se rend compte de l'importance d'Action Tapes et en fait, on revient. Est-ce que vous avez des choses à nous raconter par rapport à ça qui pourraient être cool pour illustrer? Alors moi, il me vient une anecdote. En fait, c'est une entreprise avec laquelle... mon collaborateur et moi, mon complice et moi avions travaillé et en l'occurrence il y avait un manager qui était venu, donc c'était un parcours de formation sur plusieurs jours et lors de la première journée, donc cette journée où on parle de profilage,
un des stagiaires avait exprimé le fait qu'il était assez catastrophé par le fait qu'il avait recruté un collaborateur et qu'il avait laissé filer la période d'essai et que ça se passait quand même assez mal parce qu'il y avait des modes de fonctionnement extrêmement différents, pour pas dire opposés. Et il disait, pour la première fois de ma vie, je vais devoir licencier de quelqu'un, il va falloir passer par les prud'hommes. Enfin, il était vraiment... parce que c'était pas un fonctionnement naturel pour lui, donc c'était vraiment pas quelque chose qui le mettait à l'aise. Et puis, il a pris cette journée à bras-le-corps, il a adoré, et puis, on s'est revus un mois après, et puis il avait l'air d'aller bien. On dit alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ton collaborateur là? Il dit, écoute, j'ai laissé la place à ce que vous m'avez enseigné, j'ai laissé la place à ce que j'ai découvert, et j'en ai parlé ouvertement avec mon collaborateur, et je lui ai demandé, voilà, regarde, j'ai vu ça, bon, c'est compliqué là, la collaboration, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire, peut-être qu'on pourrait regarder tous les deux, il faut qu'il y ait une volonté commune. Et donc, ils s'étaient intéressés finalement l'un à l'autre, ils avaient vu où étaient leurs différences. Et en fait, au fur et à mesure du déroulement du parcours, il nous racontait qu'il avait recruté cette personne qu'il n'avait pas imaginée comme étant si différente de lui au départ, que ça l'avait mis en panique parce qu'il disait on va avoir un problème pour collaborer, on ne parle pas le même langage, on ne prend pas les décisions de la même manière, on n'est pas organisé pareil au niveau de l'axe temps, moi j'anticipe tout, je planifie, lui il fait tout au dernier moment. C'était source d'angoisse pour moi, c'était l'enfer. Et quand j'ai compris que c'était et pour moi et pour lui un fonctionnement naturel, on avait fait en sorte de faire un pas l'un vers l'autre. Et il dit, finalement, c'est une personne qui m'a ouvert les écoutilles, qui m'a permis d'appréhender les choses de manière très différente. Et finalement, d'augmenter le chiffre d'affaires, d'augmenter le champ des possibles, parce qu'on allait chercher tous les deux des clients différents. Et ça a permis finalement de nourrir l'entreprise et de faire croître l'entité, en fait. Et il dit, sans ce passage par cette formation, par la découverte d'Action Types, je pense que j'aurais été vers les prud'hommes, que ça serait mal passé, que j'aurais mal dormi, que j'aurais laissé des plumes, alors que finalement, ça a ouvert la porte à une collaboration juste incroyable. Et donc, c'est un témoignage qui était assez génial et que je reprends régulièrement quand on intervient en entreprise, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, pour peu qu'on fasse l'effort de comprendre comment l'autre fonctionne, comment on peut l'installer dans les meilleures conditions possibles pour qu'il s'épanouisse et qu'il soit performant et qu'on soit sur du bien-être individuel, de la performance collective, de la manière la plus fluide possible et écologique pour tout le monde en fait. Absolument. Sophie, toi, tu as quelque chose qui te vient en tête? Tu en as un paquet, j'imagine. J'ai plusieurs anecdotes, mais il y a une anecdote qui me vient d'une personne que j'ai formée qui était, ça fait quelques années, ça fait 3 ans, 3-4 ans. Et en fait, elle était assistante de direction. Et elle avait de temps en temps des assistantes, une ou deux, qui devaient être là. Et en fait, les assistantes ne restaient pas. Et donc, ça a agacé beaucoup le N+1. Et en fait... il a dit, il faut trouver une solution, il y a quelque chose qui ne va pas, là, ce n'est pas possible dans le management et tout. Donc, au niveau de la formation, j'ai dit, on va partir sur quelque chose d'un petit peu différent. On va faire de l'Action Types pour un peu voir un peu... En plus, c'était bien parce que c'était une formation vraiment avec une seule personne. Donc, j'ai dit, là, on va être... en plus, vous allez pouvoir un petit peu vous lâcher dans ce que vous avez besoin de dire et d'exprimer. Et c'est avéré que dans sa vision, quand on a quelqu'un qu'on accompagne et qu'on manage, pour elle, c'était directif. Donc, on doit diriger, on doit donner des ordres, on doit être dur, on doit être ferme, on doit être... Et il s'avère qu'on fait son profilage et il ressort un profil, en fait, très relation, très sentiment, elle prenait ses décisions. Et là, du coup, elle était complètement à l'opposé d'elle-même, en fait, de la manière dont elle fonctionne. Avec une ressource qu'elle ne savait pas gérer. Du tout. Et du coup, elle essayait d'être quelqu'un d'autre. Donc, je lui dis, mais en fait, c'est comme si tous les matins, vous arrivez vous mettez des chaussures trop petites. C'est compliqué, ça vous fait mal en plus toute la journée. Et si, en fait, tout simplement, là, vous allez faire avec qui vous êtes et vous allez manager
de cette manière-là, en fait, tout simplement. Le matin, arriver, prendre un petit café et discuter avec la personne. Et en fait, ça peut être comme ça aussi, le management. C'est pas forcément quelqu'un qui est directif dans sa manière d'être, dans son profil, parce qu'il y a des profils où ils sont plutôt directifs. En fait, ça se passe très bien parce qu'ils sont eux-mêmes. Donc, on a même tendance à dire « Oh, ils ont un charisme incroyable, etc. » Alors que, à l'inverse, quelqu'un qui essaye d'être comme ça, on dit mais c'est un petit chef, ça. Où il n'est pas... voilà. Donc, c'est d'être déjà, au niveau managérial, non, il n'y a pas en fait un management. C'est comment tu vas être en tant que manager, ce qui te va le mieux. Et là, à ce moment-là, on va adapter, toutes les techniques de communication ou les techniques autour, quand tu dis on va chercher, ça c'est les techniques qui sont à l'extérieur, elles sont adaptées au profil. Okay. Pour que le au manager... besoin du profil. Au besoin c'est-à-dire que je n'ai pas une seule fois les techniques, je les réadapte pour bien effectivement la technique de feedback, etc. Et ben, tout ça, c'est adapté à chaque profil pour que le management soit fluide, soit naturel, en fait. Et écologique. Et écologique, parce que du coup, ça se passe bien, parce qu'elle était, la pauvre, très fatiguée le soir, et puis très insatisfaite, et puis au final, son N+1 aussi, tout le monde était insatisfait. Et ça, derrière, ça a été beaucoup plus serein et fluide, en fait. Et au final, ça se passe très bien. Ouais, mais je pense que quand on est qui on est vraiment, ça permet... Je pense que l'être humain, il a un sens, un sixième sens pour voir si c'est quelque chose qui est vrai, qui est faux. Ah oui. Et en fait, à partir du moment où on est dans son vrai profil, ça bénéficie à tout le monde, son bien-être à soi, parce qu'on est qui on est vraiment, et puis l'image qu'on renvoie aussi. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, et ça a une amélioration qui est significative sur l'entreprise, sur tout ça. Est-ce que on est dans une ère aujourd'hui où il y a une culture qui est arrivée, la culture un peu start-up, où justement le bien-être des employés est aussi très important. Est-ce que, alors je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites depuis suffisamment longtemps, est-ce que c'est quelque chose où vous, quand vous faites des interventions dans les entreprises, vous avez vu un petit peu évoluer, où justement on vient vers vous un petit peu plus parce que il y a ce côté bien-être, ce côté on veut que les employés... On a eu sur le dernier épisode David qui nous a dit Zidane voulait des mecs qui viennent avec le sourire aux entraînements. Bon, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on aimerait voir dans les boîtes, surtout avec les nouvelles générations dont je fais partie, celle après moi. Est-ce que du coup, vous avez senti une espèce de nouvelle sensibilité par rapport aux dirigeants d'entreprise qui vous ont approché dans cette optique-là ? Dans cette optique-là, pas pour l'instant, mais on sent qu'il y a une envie d'avoir effectivement des équipes qui se sentent bien. Donc, je pense que ça commence à faire son chemin. Je pense qu'il faut peut-être aussi, et c'est ce qu'on fait, davantage en parler, davantage faire découvrir, expliquer que ça va véritablement apporter quelque chose. Donc, oui, je pense que c'est totalement adapté. Et le fait, je trouve que ce qui est intéressant, notamment avec l'approche Action Types, c'est vraiment le corps. Et c'est ça, en fait, que moi, je trouve qu'il y a quelque chose vraiment de nouveau. C'est de dire, au lieu de rester dans votre tête, on ramène le corps et vous allez aussi écouter votre corps. Et on amène du mouvement, en fait, dans l'entreprise. Ce qui est assez... parce qu'au départ, quand on parle de corps, comme en entreprise, c'est derrière l'ordi. Souvent, c'est... Et surtout, on disait là. Quel corps Quel corps il est où Je ne sais pas, ma tête. J'ai que ma tête qui est là. Et c'est ça qui est bien, c'est que... c'est au moins d'être à l'écoute de son corps. Il faut savoir qu'on est très, très peu, je trouve, à l'écoute de notre corps. Et le fait de faire... dès le départ, le profilage, et quand on commence à travailler le corps, d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, je sens ma posture, mes appuis. Ah oui, je suis plutôt de à droite, à gauche. Mais effectivement, il y a quelque chose, ça bouge. Et effectivement, du coup, il s'écoute.
Et ça amène vraiment quelque chose de nouveau à l'entreprise. Et c'est vraiment ça, personnellement, que j'ai envie d'insuffler en entreprise, c'est de dire bougez au contraire, et vous allez en plus écouter enfin votre corps parce qu'il vous donne des alertes. Il vous dit exactement les choses et vous allez vous appuyer dessus, mais également avoir le lien entre les deux. Vous allez enfin refaire une passerelle entre le cognitif et le corps parce qu'ils se parlent en permanence, mais vous coupez tout. Souvent, vous n'écoutez pas ce qu'il y a. Donc, on amène ça dans l'entreprise. Et peut-être aussi, on peut aller plus loin, effectivement, sur même dans l'entreprise, comment les bureaux peuvent être mis, comment la personne peut être pour chacun. Donc ça, c'est encore plus de performance durable et de bien-être là sur le coup. Ça veut dire qu'en fonction du profil moteur, on peut arriver à avoir une ergonomie de l'espace de travail différente d'un individu à l'autre. Ah, j'y crois, ça. Et adaptable, c'est pas toujours la même. J'ai mon environnement, mais je peux le bouger pour que, en situation de fatigue, en situation d'impact, de stress, je puisse, moi, me positionner différemment pour être dans les meilleures conditions possibles pour faire mon travail. Tout à fait. C'est pas un truc qui est fixé, c'est un truc qui doit pouvoir être adaptable. Ouais. Et ergonomie de l'espace de travail, mais également comment se positionner autour d'une table au cours d'une réunion par rapport à ses préférences, par rapport à ses collaborateurs, par rapport au contenu de la réunion. Est-ce que c'est quelque chose où il va falloir être créatif? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel il va y avoir des discussions un peu âpres? On peut s'adapter pour vivre les choses de la meilleure façon qui soit, en fait. Et garder sa neutralité, garder toute sa clairvoyance quand il s'agit de prendre des décisions qui peuvent engager son équipe, son entreprise. On n'est pas obligé de se taper dessus tout de suite. Non, on attend un petit peu. On va attendre un peu. Mais on parlait justement là, tu parles de ça, c'est le positionnement, par exemple, dans une salle. Ça peut être en réunion, mais ce qui est davantage, et ça pour l'avoir vécu, c'est en formation. Quand on passe toute une journée en formation avec les tables en U, et effectivement, on regarde, et le positionnement, on parlait quand même de l'œil radar, quelque part, l'œil moteur qui va. Et ça, c'est radical. C'est-à-dire où je suis dans mon œil, je regarde, et là, ça se passe bien, et je suis bien. De temps en temps, et au début, je ne savais pas, je me mettais parfois dans l'autre sens. Arrivé au bout de 2-3 heures, j'étais rincée, en fait, parce que ça appuie quelque chose, ça va chercher, en fait, et ça, ne serait-ce que ça, c'est hyper important. Tu parlais même dans une réunion de savoir qui est qui dans un entretien commercial. Qu'est-ce qui me rend disponible? Qu'est-ce qui me permet de me détendre? Et voilà, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui crée les meilleures conditions possibles pour que je puisse... être présent, Qu'est-ce qui me permet d'être perméable ou imperméable aux émotions? Quand il y a des entretiens, c'est extrêmement important de pouvoir se préserver ou au contraire de s'ouvrir selon le contexte. C'est un sujet... Jusqu'où est-ce qu'on peut aller Donc on parlait de commencer par, on va appeler ça le big boss, et puis descendre au fur et à mesure dans la hiérarchie. À quel moment on peut intervenir au niveau de la relation qu'il va y avoir avec le client? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on va aussi bas, ou est-ce que ça s'arrête un petit peu avant? Donc tu n'as pas fait le concierge du bâtiment, tu n'es pas été jusqu'au bout de ton boulot. Aller jusqu'aux gens qui s'occupent des bâtiments. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose dans la relation client. On peut œuvrer à tous les niveaux de l'entreprise, des dirigeants jusqu'aux collaborateurs. On peut œuvrer à l'intérieur d'un service. On peut œuvrer dans la relation interservice. On peut œuvrer dans la relation avec l'extérieur pour les commerciaux. C'est extrêmement, j'allais dire simple, c'est pas le mot, mais en tous les cas, il est tout à fait possible d'accompagner les forces commerciales pour leur permettre d'identifier, je vais le résumer comme ça, d'un coup d'œil le profil de leur interlocuteur de manière à lui présenter les arguments qui vont être impactants pour eux. C'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, plus... dans l'organisation, dans le concret, quelqu'un qui va être plus dans l'émotionnel, dans les chiffres. Je vais te donner un exemple très simple. Si on prend le cas de l'immobilier, mon épouse et moi sommes dans des fonctionnements très différents. Le jour où on doit visiter une maison, l'agent immobilier, s'il s'adresse à moi, il a tout intérêt à parler de mètres carrés, de kilowattheures, il y a des agents immobiliers qui d'entretien, la chaudière date de telle année, des données plutôt techniques, plutôt concrètes.
Et à mon épouse, il va l'emmener, il va lui faire le tour du jardin, il va lui faire le tour du jardin, il va lui dire, bah voilà, la cheminée, vous imaginez avec vos amis, machin, le barbecue, tata, la piscine, tata. Moi, la piscine, le barbecue, la cheminée, ok, ils sont là, super, mais c'est combien, c'est comment? Et si l'agent immobilier perçoit ça, ça va être une vente qui va être hyper fluide parce qu'il ne va pas perdre de temps à me présenter des arguments que j'entends pas et il ne va pas perdre de temps à présenter à mon épouse des arguments qu'elle n'entend pas. Et du coup, il va apporter pour nous les bons arguments et nous permet de prendre la décision avec les besoins qui sont les nôtres. Donc ça va être hyper efficace. Et on ne parle pas de manipulation, on parle juste d'offrir à notre interlocuteur de lui proposer les arguments qui sont importants pour lui. Exactement, de parler le même langage que lui. Une expérience qui lui parle, Et d'où l'importance, en fait, puisqu'on parle d'agents immobiliers, mais pour dire là où effectivement on peut accompagner, c'est de les accompagner dans la découverte client. Parce que la vraie découverte client, c'est ça. C'est au départ arriver à cerner, poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, quand on connaît un petit peu les différences en termes de profil, ce que tu viens d'expliquer, c'est de dire quelqu'un qui va plus être dans des choses concrètes ou dans tout ce qui est technique, puis quelqu'un, c'est plus l'esthétique, les sensations, choses, le ressenti, l'ambiance. Une fois qu'il a effectivement toute cette découverte avec des questionnements bien précis, donc là, on va adapter, c'est-à-dire on va accompagner le commercial dans cette découverte, c'est-à-dire quel type de questions il va falloir faire pour avoir la sensation des choses et pour ensuite, quand il va faire la visite, etc., complètement jongler entre un couple qui peut justement être différent et qui a besoin effectivement d'avoir des arguments différents. Donc, ça va très, très loin. On peut bien sûr le faire. Il suffit d'aller chercher les bonnes questions. Et il y a des mots-clés, il y a des mots-clés qui ressortent et qui nous donnent des alertes quand même plus ou moins sur la prise de décision. Alors, il y a soit un langage, soit une expression corporelle, la façon dont la personne marche. On parlait tout à l'heure, dans un épisode précédent, de la marche par le haut, marche par le bas, la façon dont elle s'assoit, la façon dont elle regarde, est-ce qu'elle se tourne plutôt sur son œil droit, plutôt sur son œil gauche, est-ce qu'elle nous regarde plutôt comme ça avec une vision haute, au-dessus des lunettes avec ou au-dessous des lunettes, quand elle réfléchit avec une vision basse. Tout ça sont des éléments. Ce sont des éléments, c'est pas une généralité, c'est pas quelque chose où on va trouver le profil d'une personne. Bien sûr que si. Alors, avec le temps. Avec le temps, si on prend le temps. Parce qu'on parle en tant que praticien Action Tabs, avec toute l'expertise qui est la nôtre après quelques années de pratique, on a ce qu'on appelle le profilage direct, quand on fait vivre à un individu l'expérience du profilage, et il y a ce qu'on appelle le profilage indirect qui, quand on l'écoute, quand on l'observe, nous donne tout un tas de clés et d'éléments qui nous permettent justement d'avoir un dialogue fluide avec la personne. Je comprends ce que tu veux dire. On ne va pas sortir directement le profil pile poil. On a beaucoup d'éléments. Tu as des indicateurs. Il y a des indicateurs. Voilà, c'est ça. C'est important de savoir que c'est des indicateurs. Mais ils vont se recouper. Tôt ou tard, ils vont se recouper. Mais sans parler de ça, on sait pas. On parlait d'agent immobilier. Peut-être que l'agent immobilier, juste avant, il avait un rendez-vous qui s'est super mal passé et qu'il arrive dans quelque chose qui n'est pas forcément dans son profil. Qu'on peut appeler. Ce sera de son profil, mais ce sera une autre source. Voilà. Il est impacté par ce qu'il a vécu, donc il ne présentera pas le même visage pour la suite. Mais en prenant le temps d'observer, en faisant des recoupements, en n'étant pas trop rapide sur justement c'est comme ci, c'est comme ça. Donc en donnant un peu d'espace à l'observation, tôt ou tard, on va voir qu'il y a des choses récurrentes qui vont arriver, c'est tout. Et ça nous donne des accès. Et on peut checker avec la communication, comme tu le dis, échanger, voir s'il répond à ce type d'échange, de messages ou pas. Et le voir se réveiller parce que d'un coup, j'ai touché quelque chose de précis qui fait que la curiosité elle est arrivée. Ou l'inverse, je vois que ça... Je dis un truc, salut. Voilà, il n'y a pas de retour. Ça fait... Ouais. Donc, et si on a cette lecture, cette grille de lecture, mais en même temps ce quart du territoire, comme tu dis, on peut aussi l'aider à trouver sa place, en tout cas à aménager sa place, dans les deux sens du terme, ça veut dire au sein de l'entreprise, mais aussi ergonomiquement, pour qu'il se sente le plus à l'aise possible. Donc il y a vraiment des applications, des utilisations dans tous les échelons,
horizontale, verticale de l'organisation d'une entreprise. 360. En mettant, pour moi, ce qui est très important, ce que j'ai vécu quand on a travaillé dans les premières entreprises, c'est pas si vieux que ça, avec une grosse assurance qui nous avait demandé de travailler sur tous ces managers, etc. C'était de voir que le fait de voir toutes ces différences entre les gens, ça a créé un état de pacification, ça veut dire où beaucoup de problèmes qui étaient là, beaucoup de tensions qui étaient en train de se sont réglées par elles-mêmes, parce que simplement les gens ont fait un petit pas en arrière en disant « Ah, bah attends, peut-être que finalement, c'est pas l'autre seulement, mais c'est aussi moi qui met l'huile sur le feu. » Et le problème n'est peut-être pas seulement chez l'autre. Oui. Souvent, c'est ce que ça apporte, c'est-à-dire de faire un pas dans je me dis, ah bon, bah ok, on est un peu opposés, on ne fonctionne pas de la même manière, mais du coup, si l'un et l'autre fait un pas vers l'autre, ben finalement, on arrive à se comprendre très facilement. Et mieux, on arrive à travailler carrément en complémentarité, ce qui est exceptionnel, parce que le jour où on n'est plus en dualité, mais on est complètement complémentaire, alors là, il y a une performance qui est phénoménale. En fait, si je redis avec mes mots ce que vient de dire Sophie, si on passe d'un état entre deux collaborateurs qui ont du mal à s'entendre, on passe de tension, avec le profilage, à compréhension, tolérance, acceptation et collaboration. Et ça change clairement la vie, non seulement de chacun des deux individus, mais également de tous ceux avec lesquels ils interagissent, autrement dit, vraisemblablement, l'équipe. Parce que quand il y a deux personnes qui s'affrontent dans une équipe, il y a des effets de bord négatifs de partout. Et quand ces deux-là, quelque part, baissent la garde, voilà, acceptent de regarder comment ça se passe chez l'autre et pourquoi, comment, et en quoi ils peuvent finalement s'accorder et en quoi ils sont complémentaires, ben ça change la vie de toute l'équipe, en fait. Et là, je vais plutôt me tourner vers Bertrand. On en a déjà discuté. Quand tu fais, toi, les formations, quand tu formes des futurs praticiens, tu essaies de faire en sorte que ton binôme formateur soit une personne complémentaire à qui tu es, toi, que les deux personnes qui forment aient une complémentarité. Toujours, ouais, tout simplement parce que ça nous permet de recouvrir plus de monde en termes comme on les touche, d'avoir des gens qui sont peut-être justement plus sur le concret, un peu moins sur le concret, ou plus sur le personnel, plus sur l'impersonnel, enfin avoir des complémentarités comme Sophie était en train de le faire. Pour moi, c'est toujours des formations qui doivent se faire en binôme avec des gens complémentaires. Parce que je ne peux pas, moi, me dire que je vais atteindre tout le monde et parler à tout le monde de la même manière, avec la même efficacité, même si tu essayes de le faire parce que tu n'es pas moins que toi-même et tu vas quand même amener tes forces et tes vulnérabilités sur la table. Donc, certaines choses vont bien passer avec certaines personnes, puis d'autres ne vont pas du tout bien passer avec d'autres personnes. Donc voilà, la relativité, c'est ça qu'on recherche. C'est le fait qu'on aide les gens à relativiser. Moi, je peux parler de mon expérience sur le sujet, même si tu interroges Bertrand, c'est que la personne dans les mailles du filet. Voilà, la personne qui m'a fait découvrir ActionTab, il se trouve que je collabore aujourd'hui avec lui et qu'on fait pas mal de co-animation. Il se trouve qu'on est dans des profils opposés. C'est-à-dire que si on prend l'élève du MBTI, complémentaire, dans un profil, et lui est dans le profil parfaitement opposé. Donc on est effectivement parfaitement complémentaires. Et ce qui est génial, c'est que quand on co-anime, un coup il parle, un coup je parle. Des fois il explique les choses et puis on voit bien qu'il y en a qui ont les yeux qui s'allument et d'autres qui sont là, oh là, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, celui qui a parlé laisse la place à l'autre, qui réexplique avec ses mots, et du coup tout le monde comprend. Et ce qu'on voit également, c'est que quand on passe au temps de profilage, en fait, quand on profile les personnes, on leur propose assez spontanément, répartissez-vous, il y en a une partie qui vient avec nous, une partie qui vient avec lui, une partie avec moi, et les gens naturellement vont vers la personne qui l'attire, et du coup ça apporte beaucoup de fluidité dans la démarche de profilage, parce que les gens choisissent leur formateur, en fait. Et est-ce que deux profils complémentaires, du coup deux profils qui par définition ont deux langages différents, est-ce que c'est pas, à un moment donné, ça peut pas être source de conflit? Je reviens sur le monde de l'entreprise. Il y a deux personnes qui travaillent dans le même bureau, qui sont vraiment les profils complémentaires à l'un l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas justement un moment donné où on ne se comprend pas, où il y a ce souci-là? Bien sûr, puisque le risque est toujours là. Puisque si on prend les 4 dimensions du MBTI, la dimension 2,
la façon dont on prend l'information. S'il y en a un qui prend l'information de manière globale et l'autre de façon détaillée, clairement, ils ne parlent pas le même langage. Donc, c'est une vraie source d'incompréhension. Si on prend la dimension 3, la façon dont on prend les décisions, ou de façon personnelle avec des valeurs, ou de façon impersonnelle avec des principes, il y a source de conflit parce qu'ils ne prennent pas leurs décisions de la même manière. Dès lors qu'ils prennent conscience du fait qu'ils ont chacun des lunettes différentes et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise lunettes, mais qu'il y a des lunettes adaptées à tel contexte ou tel contexte, ça match. Donc une intervention Action Type en entreprise peut permettre à 2 collègues, 2 collaborateurs de se dire aujourd'hui on a du mal à fonctionner ensemble, mais en fait on peut aller beaucoup plus loin si on arrive à avoir ce truc. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est de leur ouvrir les yeux en fait sur leurs différences, et que s'ils arrivent à collaborer ensemble, ils vont exceller. Ils vont être très très forts ils ensemble. vont être très performants ensemble, puisque en fait ils vont. Moi j'ai souvent Ils vont se sublimer. Voilà, c'est ça. Se suppléer, se sublimer. Se sublimer. Souvent, quand j'ai fait des formations avec une dizaine de personnes en équipe, et puis il y avait plusieurs profils qui ressortaient, et notamment les 4 motricités donc, qui ressortaient. Et j'ai regardé, c'est quand même extraordinaire. Maintenant, vous faites un cerveau complet. Et ça, rien que ça les fait sourire. Ouais. Parce que l'air de dire, de toute façon, on a effectivement tout. Enfin, pas tout le monde, j'ai les noms. Mais il y en a, ils sont un peu à part, hein, attention. Mais c'est déjà de faire comprendre ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas être performant en tout. Et que le fait de cette complémentarité de ses forces, quand en fait, chacun amène ses propres forces, et qu'on les met ensemble. Qui se sont invités à le faire aussi. C'est ça. Invité et autorisé. Ouais. On est, alors là, c'est open vraiment, bar après. Wow. Sans avoir peur du jugement des autres, etc. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Donc, vraiment, une fois qu'un praticien Action Type s'est passé en entreprise, tolérance, acceptation, ouverture, fluidité, complémentarité, collaboration, enfin, c'est les mots qui ressortent. Quand on fait des enquêtes, à l'issue des formations, si vous devez qualifier, c'est que des mots comme ça qui ressortent. C'est plus facile, c'est plus simple, c'est mieux, on se sent mieux. Quel font bonheur. Des mouvements ensemble, ils font des... Et c'est ça, en fait, qui est assez sympathique, parce que ça devient ludique, en fait. C'est très ludique. On n'a pas beaucoup employé le mot. Le profilage, c'est quelque chose d'extrêmement... ludique, impactant, et puis derrière utile avec tout ce que ça permet en fait. Et on parlait parce que d'anecdotes, j'ai une petite anecdote puisqu'on avait le monde de l'immobilier et justement des complémentarités. Et en fait, il y a 2 équipes parfois en immobilier, les commerciaux vont sur le terrain, mais un peu ensemble, pour aller effectivement chercher du contact. Donc, ils y vont ensemble. Et là, en fait, il y avait 2 binômes qui sont partis à fond et tout. Mais ce qui m'a fait sourire derrière, il y a une équipe, forcément, ils sont arrivés avec plein de contacts et tout. Puis les autres, un peu moins, mais ils étaient contents, etc. Et j'ai dit, mais du coup, qui était avec qui ? Et en fait, les 2 compétitions, ils sont partis ensemble. Les 2 relations, ils sont partis ensemble. J'ai dit, la prochaine fois, faites-moi plaisir, matchez. Vous faites une équipe relation compète, une équipe relation compète. Et là, vous allez voir, vous allez être performant. Parce que forcément, les compètes, il y avait que ça qui les intéressait. Les autres, c'était plutôt sympa, ils ont été, etc. J'ai dit, matchez parce que l'un et l'autre, vous allez vous apporter quelque chose. Il y en a un qui va être dans la relation du contact qu'il va y avoir, l'autre qui va aller chercher, taper aux portes. C'est ça. Tout ça, d'ailleurs, ouverture, donc invitation à l'ouverture. C'est ça. Si c'est juste, ça reste sur le domaine de la compétition, il n'y a pas invitation à l'ouverture. Hein. Et c'est ça, en fait, du coup. Et on va souvent, même en recrutement, je dis, on va souvent vers ce qui nous ressemble. Sauf que de temps en temps, on a besoin de complémentarité. Donc, c'est d'aller chercher aussi, notamment au niveau du recrutement, déontologiquement, on n'utilise pas, c'est ça, on n'utilise pas pour faire un recrutement. Non, on ne sélectionne pas, on détecte. Voilà, on détecte. C'est-à-dire qu'au départ, je regarde avec le manager,
quel type de personne serait peut-être la plus adaptée, etc., à ce poste. Et là, après, on va aller plutôt rechercher. Mais dans tous les cas, pour moi, il n'y a pas de case et de bonne... C'est qu'il y a le contexte, et du coup, on amène la personne dans ce contexte à utiliser ses forces. Donc moi, je dis toujours, peu importe le profil, il faut en fait plutôt permettre à la personne de s'exprimer par rapport au contexte. Tout à fait, ouais. En fait, c'est ça. Favoriser l'expression des talents. Première mission qu'on avait écrite il y a très longtemps en arrière, favoriser l'expression. Mais à l'époque, quelque part, ça parlait pas trop à l'entreprise parce que c'était pas assez... Mais c'est trop innovant. Voilà. Pas dans l'air du temps, trop pas dans l'air du temps. Sur le temps. Et c'est marrant, ça l'est devenu. Oui. Ça l'est devenu, donc on a compris l'importance de l'expression dans une entreprise, l'importance que les gens aient cette liberté pour pouvoir vraiment amener quelque chose de différent. Si chaque fois je suis bridé parce que je ne peux pas dire ce que je pense, j'amène pas vraiment mes forces sur la table, quoi. J'ai pas les atouts. Donc, c'est un point important. Oui. Mais ça a beaucoup évolué dans les dernières années. Oui. Là, ça commence à... Peut-être dû aux nouvelles générations, peut-être dû aussi à d'autres choses. Hein, mais peut-être à la Covid. La Covid qui a quand même bien télescopé. Il y avait non, favoriser l'expression, ça passait pas. Là, aujourd'hui, il y a une ouverture qui est en train de se créer dans le monde de l'entreprise et c'est très bien. Ce n'est que mieux. Ce n'est que mieux, le futur. Mais on va voir comment l'IA va être intégrée, on va voir tout ça aussi. Là où on a parlé, ça va être un gros challenge. L'IA, l'idée, c'est de l'apprivoiser et de l'accepter. C'est pas l'IA contre l'humain. Non. Et c'est en fait, ça doit pas l'être. Qu'est-ce que l'humain... Comment il va l'utiliser? Il va utiliser l'IA. Comment il va l'intégrer? Voilà, exactement. Comment ils vont collaborer? Et là, on est beaucoup en train de parler d'une croyance, je trouve, qui vient parce que ça y est, c'est nouveau, donc c'est en train d'émerger l'IA. Et ça prend quand même, ça va assez vite, hein, donc effectivement, ça fait peur. Ça va remplacer, mais en aucun cas, ça ne peut remplacer l'humain. Ça va lui laisser de la place pour justement l'expression et aller peut-être plus loin dans certaines choses. Ça serait peut-être malin, quand nous on aura avancé sur ce sujet, ce fameux sujet de l'IA, peut-être en 2026, de faire un épisode là-dessus, sur comment on peut essayer d'intégrer là-dessus sur l'humain, donc à travers le prisme Action Types. On a prévu de mettre un robot à cette place qui parle et puis on lui parlera à cette place qui est libre et pas à la place de ou deux. Et non, on va l'inviter à notre table. On sera même pas là, nous. Ça va être très drôle, mais encore une fois, c'est des outils. Hein. Donc, la peur face aux outils, c'est un peu comme la peur face à Action Type à l'époque. Hein. La peur de l'IA, c'est un peu la même chose. Tout ce qui est nouveau. Permettre, en fait, souvent, tout ce qui est différent. Permettre aux gens de faire avec. Et pour moi, ça va responsabiliser les humains par rapport à leur humanité. Plus tu as de techno, si tu veux, plus l'humain est obligé d'assumer son humanité. Pourquoi ? Pour se différencier des outils. Donc, on n'est pas mécanique, on n'est pas des outils, on est des êtres organiques qui ont des besoins très différents. Donc on est obligé d'assumer notre caractère humain, notre origine humaine. Et donc, à ce titre, Action Type s'inscrit dans le bien commun et parfaitement dans l'air du temps. Parfaitement dans l'air du temps. Pour moi, c'est même le défaut. Incontournable. Ah oui. C'est quelque chose d'innovant. Donc la durée de vie d'une innovation, c'est ça. Au début, c'est compliqué de percer. Et puis après, c'est une évidence, donc tout le monde le fait. Et puis après, l'idée, c'est de le faire évoluer pour que ça perdure dans le temps. Et c'est peut-être le prochain challenge qui nous attend véritablement. C'est certainement le prochain challenge qui nous attend. Bon, merci beaucoup pour cet épisode. On conclut cet épisode 3 sur l'entreprise. On a vraiment passé un bon moment. On a essayé de développer, on a essayé aussi d'être force d'idées. Et on espère tout simplement que ça vous a plu. Vous trouverez en description, si jamais vous êtes une entreprise et que vous voulez avoir une intervention, les contacts des gens autour de cette table qui peuvent éventuellement intervenir. Et puis, si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de ce podcast. Likez,
et abonnez-vous. Et on a vraiment hâte de vous retrouver pour un prochain épisode très bientôt sur ce podcast. À très vite. Merci.